Vous aurez ces visuels qu'on mettra à disposition et ils seront rédhibitoires. Je passe les cours. Bien. Oui, c'est Patrick qui avait tenu à appeler ça, à appeler ma communication la nicotine cépage modeste pour interrogation. Ça ne va pas être tout à fait le sujet de la communication. Je voulais simplement prendre la suite de Guillaume Grillon ce matin, qui était tout à fait brillant sur la première partie de l'histoire de la ligotée, pour vous parler de ce que la ligotée a pu devenir au XXe siècle essentiellement, donc de 1900 à nos jours, avec une espèce de florilège de mentions diverses, d'origines diverses aussi, pour voir un petit peu la manière dont la ligotée a pu être perçue, citée, évoquée, goûtée, commentée. Alors, désolé, la première partie s'appelle 1945, la pucelle. Pourquoi la pucelle? Mais je vais revenir un petit peu avant quand même, parce que encore en 1890, par exemple, avant via la Vermorel citée par Guillaume Grillon, Jules Bel, dans un ouvrage qui s'appelle Les meilleurs cépages français, disait « La ligotée est un cépage de Bourgogne fort recherché pour sa fertilité. Il est un des principaux éléments du vin blanc que l'on envoie dans la capitale. » Donc, en fait, cette histoire de pucelle commence en 1904, parce qu'en 1904, voilà, ça c'est l'image de la ligotée via la Vermorel, avec les très belles images de Jules Poncy. Et donc Henri Barrabon, qui a été le premier maire socialiste du XXe siècle à Dijon, avait en 1904 fait voter en conseil municipal une délibération qui décidait de remplacer pour les réceptions en mairie le champagne, qui jugeait trop coûteux, tout simplement par de la ligotée. Mais comme il a été dit, la ligotée à l'époque, c'était un vin qui était produit en abondance et pas forcément toujours mûr. Donc, comme ça ne goûtait pas très bien, c'était un peu amer et un peu acide, le maire a décidé d'y ajouter de la liqueur de cassis pour l'adoucir, de la crème de cassis. Et pas qu'un peu, puisque au début, c'était 1/3 de cassis pour 2/3 de vin blanc. Alors, c'est pas tout à fait nos goûts actuels. C'était les proportions de l'époque. Et donc, à partir de 1905, on va servir cet apéritif à la mairie, et ça s'appelle une pucelle. Donc, on a aussi des légendes fausses qui disent que dans un bistrot, il y a eu une erreur sur du vermouth cassis et qu'on a pris de la ligotée à la place du vermouth, mais je pense que l'origine de Barrabon est tout à fait intéressante. En 1907, dans Lyon Horticole, on dit « Si la ligotée est destinée à faire du vin blanc, c'est très bien et vous en serez satisfait ». En 1917, on en a parlé tout à l'heure, la ligotée est introduite en Suisse par un vigneron de Lully, donc dans le canton de Genève, qui s'appelle Jules Duprat. C'est le 3e canton viticole en Suisse, s'appelle Valais et Vaud. Il y a encore 21 hectares sur les 1400 hectares de vignoble. Et on parle de vin aux arômes de pommes et de citron, qui a fait la réputation du domaine des Curiades, qui existe encore aujourd'hui sur le chemin, la montée du village. À gauche, vous montez dans ce qui s'appelle le chemin de la ligotée en direction de Confignon. Autre épisode, entre les deux guerres, un certain Henri Racouchot était le restaurateur des Trois Faisans. Les Trois Faisans, c'est l'ancêtre du restaurant de la place d'Arcy, qui a changé de propriétaire depuis quelques temps, là, c'est dommage d'ailleurs. Et donc, Henri Racouchot a été restaurateur des Trois Faisans entre 1914 et 1950. Les Trois Faisans, d'ailleurs, je crois, est à l'origine de la chanson de Brel, hein, les bourgeois, c'est comme les cochons, etc. Quand ils sortent du restaurant, c'est les Trois Faisans. Alors, Henri Racouchot, qui était un bon restaurateur, servait régulièrement cette pucelle dans son établissement, mais il ne mettait pas de la ligotée, il mettait du chablis. Et en fait, lorsque le chanoine Kir a été intronisé maire de Dijon, il fréquentait bien entendu l'établissement de Racouchot pour aller prendre des chablis de cassis chez Racouchot. Donc on va passer en 1937, et le 31 juillet, la création au journal officiel du Bourgogne aligoté, appellation d'origine contrôlée. Et donc le chanoine Kir, à la mairie, en 1945, à 69 ans, va être client fidèle de Racouchot aux Trois Faisans, et puis il aime tellement ça qu'il va véritablement populariser le service de cette boisson-là
à la mairie de Dijon. Il y a Jean-François Bazin fait une remarque intéressante, puisque le chanoine Kir s'appelait Alix, et Alix Kir, si vous enlevez ses initiales, ça fait Elixir. Et donc, ça fait quand même un nom intéressant pour cette boisson-là. Donc, le chanoine Kir était tellement populaire, figure très très populaire à Dijon, que finalement, on a associé cette boisson au nom du chanoine. Donc, ce célèbre chanoine avec son lac, bien. Et donc, le deuxième épisode, maintenant, notre boisson s'appelle vraiment le Kir, et j'avais appelé ça à votre bon Kir, monsieur là, mais bon, excusez-moi le truc. Donc, en 1952, pour commercialiser cet alcool, il y a une entreprise, et une seule, qui est l'établissement Le Gélagoutte, qui a obtenu du chanoine Kir l'autorisation d'utiliser le nom en 1952. Donc. Et le chanoine a voulu éventuellement, par gentillesse, donner ce nom ou permettre à d'autres sociétés d'avoir ce nom, mais ça, c'était trop tard. Il y a eu des procédures judiciaires entamées qui ont duré plus de 10 ans. Et aujourd'hui encore, le Gélagoutte est la seule maison à être autorisée à porter le nom de chanoine Kir pour cette boisson. En 1961, là, merci Guillaume Grillon qui m'a fourni ces cartes. Voilà la carte de l'Aligoté en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Vous voyez la répartition, peut-être c'est un petit peu petit. On a quand même une bonne présence. J'ai pas réussi à localiser très très précisément la tache orange un peu foncée en haut. Je pense qu'on n'est pas très très loin du. Je ne sais pas le châtillonnet tout à fait. Villiers l'a fait. J'ai essayé, ça n'a pas été facile. Villiers l'a fait. Celle du dessous, on est bien à Marsanais et Frissac. Celle du dessous. Et après, bien entendu, les Hautes-Côtes essentiellement. Et puis, on descend jusqu'à Bouzeron et même un petit peu plus bas en Saône-et-Loire. Donc, ça, c'est la carte de l'Aligoté en Saône-et-Loire et en Côte d'Or en 1961. Le village, c'est Molène, je crois. Pardon? Le village, c'est Molène. Molène. Très bien. Passons en 1971, on en a parlé tout à l'heure avec la fondation du domaine de Villers-Bouzeron. Et puis, anecdotiquement, en 1974, il y a une sorte d'association qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui était fondé par Raymond Queneau en 1960, dont un des membres, qui s'appelle Jacques Roubaud, en 1974, a publié une petite histoire rigolote, où il disait, le premier, bon, c'est une histoire oulipienne, hein, c'est toujours des choses assez rocambolesques. Le premier roi avait nom Aligoté, il était roi du Zambèze et des environs. Le deuxième roi avait nom Babylas, il était roi d'Hypermétrope et des environs. Le troisième roi avait nom Éléonore, sans E, et le quatrième Imogène. Apparition de l'Aligoté à un endroit tout à fait bizarre. En 1974 également, l'AOC Aligoté de Bouzeron apparaît officiellement. En 1976, le mot Kir rentre officiellement dans le petit Larousse illustré. En 1977, dans Mordin pourri de Georges Laudner, Alain Delon boit un Kir au champagne. Et en 1978, dans la cage aux folles d'Édouard Molinaro, on parle aussi de Kir royal. En 1979, dans la France viticole, un décret du 7 mars concerne l'appellation contrôlée Bourgogne-Aligoté. Et puis on arrive dans les années 70, qui sont un petit peu le règne des ouvrages, des nombreux romans de Vincenot sur la Bourgogne. Et c'est Claude Chapuis, en 2017, qui rapporte qu'en 1979, dans un livre de Henri Vincenot, il y a cette citation: pendant longtemps, l'Aligoté a souffert de sa réputation de vin acide. Le romancier Henri Vincenot en parlait comme d'un vin à boire à trois, un qui tient le verre et les deux autres qui le maintiennent assis sur sa chaise. Avant les AOC, les rendements étaient très élevés et les grappes jamais bien mûres, mais l'Aligoté d'aujourd'hui, dit Claude Chapuis, est très différente de la boisson d'hier. On veut bien le croire. Encore Henri Vincenot, en 1979, dans Terre de mémoire, ma Bourgogne, le toit du monde occidental, écrit: le reste s'est perdu dans sa barbe, malheureusement, car on aurait peut-être su. Mais ce jour-là, il faut le dire, la Gazette avait liché plusieurs chopines d'Aligoté nouveau, offertes par le maquignon Clomo qui faisait sa tournée de la Saint-Martin. Et l'Aligoté, comme chacun sait, est une potion magique qui adultère singulièrement les notions de chronologie
de topographie et jette le plus grand trouble dans le vocabulaire des gens les plus sérieux. Passons en 1988, où un certain Jean-Claude Pirotte, dans un livre, dans des chroniques à la radio belge qui s'appelle Les Contes bleus du vin, qui dit « Le légendaire maire de Dijon devrait être canonisé pour avoir à l'aligoté faiblard mêlé la souple et enjôleuse crème de cassis. » On va passer en 1990 sur l'ouvrage monumental de Pierre Gallet, qui a aujourd'hui 98 ans et qui en est à la 1500e page de son dernier ouvrage sur la victice en général. Donc, Pierre Gallet va récapituler l'histoire qui a été évoquée par Guillaume Vian ce matin, les hypothèses de l'origine du nom, qui sont sans doute plus proches du rapprochement avec le Gouet, qui s'appelle également Go, avec diverses déformations régionales, et qui évoque donc la rusticité du cépage et ce peu de qualité gustative. En 1990, toujours, dans un livre de Gérard de Buyne qui s'appelle « Les vins, dictionnaire de la vigne et du vin » chez Larousse, le Bourgogne aligoté, vin plaisant et aimable, léger et désaltérant, mais sans caractéristiques particulières ni qualité exceptionnelle. On consomme ce vin jeune dans les 3 ans, car il a tendance à s'oxyder. Passons en 1992, chez Jean-François Bazin, qui était vraiment prolixe sur la Bourgogne et éventuellement sur la ligotée. Jean-François Bazin qui dit « Quant à la ligotée, il s'agit d'un cépage cultivé en Bourgogne, notamment dans les Hautes-Côtes, donnant un vin blanc sec, frais et fruité, celui qu'on boit avec plaisir le matin pour se désengourdir les gencives. Sa vivacité révèle la douceur du cassis, et tous deux s'accordent bien ensemble. » En 1985, l'ami Jacques Dupont, dans Le Point, cite Jacques Lameloise, qu'on a évoqué ce matin, c'est le vin de 10 heures, dit Jacques Lameloise, le chef de Chagny, le vin des casse-croûtes improvisés autour d'un jambon du Morvan, d'un saucisson à l'ail, d'un crottin à la chair encore blanche. Et puis, quand même, la belle époque, excusez-moi toujours, que j'appelle sans kir et sans reproche, parce que cette fois-ci on va se débarrasser un petit peu de la crème au cassis, pour arriver dans la qualité exceptionnelle des vins obtenus à partir de ce cépage. En 1997, Bouzeron devient la seule appellation village de Bourgogne issue du cépage aligoté doré, reconnue par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Et donc à Bouzeron, magnifique paysage. Et en 1999, les chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont soumis 322 échantillons de vignes à des analyses poussées, des analyses génétiques. Et en tout, vous voyez qu'on a 16 cépages qui sont le résultat du croisement entre le Gouet blanc et le Pinot, parmi lesquels notre aligoté, mais également le chardonnay, le gamay, le melon, le romorantin, le sacy, parmi pas mal d'autres. En 2000, Jean-Philippe Leca, qui a également écrit pas mal sur la Bourgogne, dans un ouvrage qui s'appelle Bourgognat, dit « Il faut avoir dans sa vie communié d'un Romanée Conti, d'un Corton Charlemagne ou d'un Grand Écheveau. Mais il y a des joints plus accessibles. Je sais un certain aligoté de Pernod, issu d'un cépage modeste, alors voilà, cépage modeste, mais lequel village, qui mérite le détour. » En 2001, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, on honore le kir, et même l'aligoté tout seul. En 2004, Robert Wilson, auteur étranger, Blood is Dirt, s'appelle son roman, dit « Je montais à l'étage et trouvais une place à table de la salle à manger, à côté de laquelle se trouvait une bouteille vide de Bourgogne aligoté, ce qui était meilleur que notre habituel entre-deux-mers. » Je veux bien le croire. En 2007, Jean-Michel Olivier, dans un roman policier vaudois qui s'appelle La vie mécène, écrit « Aussitôt alerté, la police vaudoise a lancé sur l'affaire ses plus fins détectives. Le commissaire aligoté de la PJ d'Aubonne a pris les choses en main. » En 2007, un auteur qui s'appelle Denis Alcaraz, dans un ouvrage qui s'appelle Le crépuscule des fous, dit « La Bourgogne, c'est mon refuge. L'épaule de Dieu sur laquelle je me pose de temps à autre quand je sens monter en moi la déprime et la déroute. C'est le kir qui rendra la clarté à ma lucidité avant l'anesthésie merveille d'un aligoté souverain. L'anesthésie merveille d'un aligoté souverain. Sur l'étiquette, ça doit être pas mal. En 2007,
Après avoir conquis la mairie de Dijon en 2001, François Rebsamen avait noté que ça faisait plus d'un siècle qu'il n'y avait pas eu de maire socialiste depuis avant. Et il a voulu laisser une trace dans l'histoire et il s'est dit quelle boisson pourrais-je laisser à la postérité. À l'époque, François Rebsamen avait soutenu Ségolène Royal à la présidentielle. Il dit j'avais soutenu Ségolène Royal à l'élection présidentielle et je me suis dit puisqu'ils ont inventé le kir, moi je vais inventer le kir royal avec du champagne, un tiers de cassis, deux tiers de champagne. Sauf que ça n'a pas marché parce que Ségolène n'a pas été élue. En 2008, dans le Tico des vins de France, on lit « Il y a autant d'aligotés que d'air bourguignonnes où ils sont élaborés. À Pernin, ils sont souples et fruités. Dans les Hautes-Côtes, ils sont frais et vifs. Enfin, ceux de Bouzeron ont acquis une appellation distincte. Ce vin blanc sec est un vin de carafe à boire jeune. Il est idéal pour le kir, apéritif composé de crème de cassis et de vin blanc vif et frais. » En 2010, un auteur appelé Armel Job, dans un ouvrage qui s'appelle « Tu ne jugeras point », écrit « Un verre de vin, ça vous dirait ?» Entre nous soit dit, le curé déteste le vin de messe. Il a un petit aligoté bien sec, vous m'en direz des nouvelles. En 2011, Jean-François Voisin écrit sur le clos des Monts Luisants, dont on a parlé aujourd'hui, bien sûr, qui fait ses merveilleux morets à base d'aligoté. Le facteur fit tâter la cloche de chez Papillard. Portant un pli venu de l'étranger, il en mesurait l'importance et guignait les timbres qu'il savait revendre une fois décollus. Toujours ce vieux poivron de Marseille, bravement blouse et en casquette. Madeleine connaissait le second tarif postal, un verre d'aligoté. Elle le lui servit et frappa des mains. Jean-François Voisin, toujours en 2012, dans un ouvrage qui s'appelle Le chanoine Kir, la vie fantasque d'un homme politique en soutane chez Armand Collin, dans un morceau qui s'appelle Le vin de Bonne Espérance, écrit « Avec le persillé, rien ne vaut la ligoter, expliquait Dédé. De quoi chanter le printemps sous la neige, humectez-vous les babines, nous avons un bout de vigne montant sur Arsenan. Le chardonnay n'y réussit pas, mais la ligotée, lui, s'y plaît. Ce serait dommage d'en faire un kir. La ligotée, voyez-vous, j'y crains pas. Un cépage vif et coupant sur une brassée de fleurs des champs. Gabriel croyait entendre juste et avant lui Henri IV comparer les vertus des deux cépages blancs des Monts-Luisants. En 2012, Denis Savreau, dans la revue Les Vins de France, parle du domaine des folies en disant « Ce nouveau petit négoce produit un aligoté bio, floral et tendre. Très peu de soufre, tous des arômes un peu sauvages et de pommes cuites, un bon blanc pour gourmandise. » En 2013, Jean-Louis Lebar, dans La Vérité Mathias, Polar, écrit « Les trois hommes avaient opté en entrée pour le soufflé chaud de crème d'écrevisse qui, de notoriété publique, était le chef-d'œuvre de l'auberge du Coq Glorieux. Un simple bourgogne aligoté pour l'accompagner serait parfait en guise de mise en bouche. » Jacques Lacarrière, en 2014, dans Chemin faisant, écrit « Dans ma bouche et dans mon palais, le bouquet jaune du chablis, la verdeur sèche de l'aligoté, le sombre tanin du gavet ont remplacé l'ambre clair du vin résiné. » En 2014 également, nous avons accueilli la Ligotée pour une session spéciale aux rencontres des cépages modernes. Nous allions déguster les merveilleuses productions du domaine de Vilaine et d'autres variantes. En 2016, une revue peut-être un peu intégriste, mais tout à fait respectable et que je suis avec régularité, consacre en hiver 2016 un article qui s'appelle « La revanche de la Ligotée », point d'interrogation, et qui écrit, donc, dans lequel on peut lire « L'idée reçue d'un vin acide et fluet, sans caractéristiques majeures, à consommer le plus frais et le plus vite possible. » Mais il dit aussi « Le potentiel expressif de la Ligotée est évident, avec une gamme généreuse de nuances aromatiques et gustatives et une vocation bien réelle pour la gastronomie. Nous tenons donc là un véritable vin polymorphe que l'on peut apprécier sur le fruit et sur son acidité juvénile, assagi et savoureux après 3 à 5 années de bouteille, ou encore pour son ampleur et sa complexité lorsqu'il atteint 10 ou 12 ans d'âge, à condition, bien entendu, qu'il soit bien né. Et parce qu'il ne faisait pas les choses à moitié, à la rédaction du Rouge et du Blanc, les auteurs avaient appuyé leur conclusion sur la dégustation de 64 échantillons de lium à la Saône-et-Loire, mais j'ai noté qu'ils avaient oublié Marsalais. Personne n'est parfait. En 2017 ont été célébrés les 20 ans de l'appellation AOC Bouzeron. Et puis, en 2018, création, on en a parlé aujourd'hui, de cette association magnifique qui s'appelle les Aligoteurs,
avec le premier salon de la ligotée à Flagey-sur-Zo, où on pouvait goûter 52 cuvées, si ma mémoire est bonne, assez surprenante. Et puis, puisqu'on ne va pas tarder de passer à table, peut-être une petite recette de vin slow dans Cuisine de Bourgogne. Dans la matière grasse qui reste, mettre l'échalote hachée, la ligotée et la moutarde, remuer et lier, ne pas laisser bouillir et napper immédiatement les andouillettes. Bon appétit. Bien entendu, la question de savoir si la ligotée est un cépage modeste reste en suspens. Je voulais simplement dire, contrairement à ce qu'a pu dire Joël de Brouard tout à l'heure à propos des 20 000 hectares de la ligotée, que ce n'était pas un cépage modeste, la modestie empéographique ne se mesure pas à l'étendue du vignoble. La modestie empéographique est une valeur morale qui veut dire je suis chez moi, j'y suis bien, et venez voir un petit peu comment c'est différent d'ailleurs. Voilà, c'est ça la modestie. Philosophe. Et donc la ligotée, c'est intéressant. Comme le Carignan qui a été vraiment dévalorisé et qui maintenant refait surface de manière tout à fait intéressante. C'est ce que je souhaite aussi à la ligotée, bien sûr. Merci Jean pour cette remarquable présentation sous forme de revue de presse. Donc, j'ai trouvé tout à fait intéressante parce qu'on voit avec ces petites pages que tu as indiquées, ben, on voit des évolutions, puis les citations, la façon dont on en parle. On a passé beaucoup de temps, mais ça aurait été un paradoxe de ne pas parler du Champ-Manquille. C'est très bien de l'avoir mis à cet endroit-là. En tout cas, un grand merci pour ce remarquable travail. Jean.